Salut! Aujourd'hui on va parler du Tokina 1116 f2.8 DX2 Pro ATX 116 etc. etc. Je sais pas pourquoi ils font toujours des noms à rallonge pour les objectifs. Peu importe, c'est un objectif ultra grand angle dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, premièrement, je vais faire un petit unboxing, un petit déballage. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ça. Je vais faire ça rapidement parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à dire. D'ailleurs, voilà. Donc, ça c'est la boîte. Ça c'est garantie et puis petite notice pour dire dans quel sens il faut le mettre. Et ensuite, à l'intérieur, bon, normalement c'est emballé, mais vous avez l'objectif. Donc, je vais jeter tout ça vulgairement par terre. Et voilà. Et donc, c'est livré avec le petit cache derrière, le pare-soleil qui se dévisse. Les premières fois, c'est un petit peu difficile à dévisser. Et un beau cache. Et puis, comme ça, vous voyez que c'est du verre et c'est beau. Voilà, c'est tout pour l'unboxing. Maintenant, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors, tout d'abord, pourquoi j'ai acheté cet objectif? Alors, comme vous le savez peut-être, si vous suivez mes vidéos depuis un moment, j'aime beaucoup faire des photos de paysages. Parce que j'adore aller dans la nature, faire des randos et tout ça, c'est la chose que je préfère au monde probablement. Et donc j'ai envie que ça se ressente dans mes photos. Euh, j'ai fait un voyage en Norvège l'année dernière avec ma femme. Et malheureusement, j'ai eu le sentiment que à certains moments, j'aurais bien voulu pousser un peu plus sur les côtés, il n'y avait pas assez de place. Mon 18 mm kit livré avec l'appareil n'était pas suffisant. J'avais vraiment besoin d'avoir des vues plus larges. Et j'avais pas le courage de faire des panoramas à chaque fois, parce que faire un panorama c'est sympa, sur le moment c'est pas très long, mais après il faut tout se taper dans le logiciel. Et sur le moment, finalement, quand on prend les photos comme ça en vacances ou en voyage, on sait pas, cette photo-là elle va être extraordinaire, ou telle autre va être nulle, et donc il aurait fallu que toutes mes photos je les fasse en panorama, et franchement c'est voilà, un peu galère, donc j'avais vraiment besoin d'un objectif comme ça, et très envie d'en avoir un. Parce que quand on fait le calcul, 18 mm, souvent c'est considéré grand angle, mais parce que les gens parlent en focale plein format. Plein format, c'est 24 x 36, si je ne me trompe pas. Ça correspond à la taille des petits carrés des pellicules photo qu'il y avait avant. Et donc, les capteurs qui ont cette taille-là aujourd'hui, sur les appareils numériques, c'est les appareils photo qui coûtent très cher, vous savez, 5D Mark II, 5D Mark III, le 6D, chez Nikon, je sais pas, ils ont des noms un petit peu bizarres, mais voilà. C'est ceux qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Et donc la plupart d'entre nous, d'entre vous, on a des capteurs qu'on appelle APS-C, qui sont plus petits. Euh, et donc en fait, à cause de la taille du capteur qui est différente, un 18 mm, ce qui est considéré comme un 18 mm sur un capteur plein format, en réalité, pour avoir cet effet-là, il faut avoir environ 11-12 mm sur un capteur APS-C. D'où le fait qu'ils ont créé des objectifs comme ça, donc celui-là, ça va de 11 à 16 mm, pour pouvoir accéder au grand angle sur des APS-C. Donc ça, c'est fait spécialement pour les APS-C. Voilà. Et donc notre 18 mm sur notre APS-C aujourd'hui, qu'on a sur l'objectif kit, il correspond en fait en réalité à un 30 mm sur un plein format, et donc on n'est plus vraiment dans le grand angle. Voilà, ça c'était pour le petit pitch. J'espère que cette fois-ci je me suis pas emmêlé les pinceaux, parce qu'à chaque fois je m'en mêle les pinceaux dans ces trucs-là. Je voulais donc un objectif grand angle. Alors ils sont considérés comme ultra grand angle, parce que du coup ça a besoin d'être un petit peu bombé pour englober encore plus de paysages. Et un des soucis qu'il y a sur certains objectifs de ce type-là, c'est qu'ils sont tellement bombés qu'il n'y a plus la place pour mettre des filtres. Et donc j'en voulais un qui accepte les filtres, parce que quand on fait de la photo de paysage, déjà souvent il y a le filtre polarisant qui peut être intéressant, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo, parce que pour l'ultra grand angle c'est un peu plus complexe. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi les filtres à densité neutre. Si vous voulez par exemple faire des pauses en pleine journée de 30 secondes pour avoir un filet de nuages ou des choses comme ça. Voilà, donc je voulais de toute façon pouvoir mettre des filtres dessus, pour filmer aussi, enfin voilà, bref. Je voulais aussi avoir un objectif qui avait si possible un bon piqué, donc qui soit très net dans les détails, parce que pour la photo de paysage je pense que c'est très important. Plus important peut-être que dans n'importe quel autre domaine. Et puis je voulais si possible
qui s'adapte sur un capteur plein format, parce que pour l'instant j'ai mon petit 1100D, je sais pas encore pour combien de temps, mais j'ai encore quelques trucs à apprendre dessus, notamment en vidéo, en photo aussi évidemment, mais je pense qu'un jour je vais avoir envie de passer à l'étape supérieure, et à ce moment-là, où je passerai à un APS-C une ou deux gammes au-dessus, ou peut-être à un plein format, on verra, ça dépend si je suis riche ou pas encore. Pour l'instant c'est mal parti. Mais si jamais je passais à un plein format, bah, ça m'aurait embêté d'acheter un bel objectif qui coûte cher et de pas pouvoir le mettre dessus. Donc celui-là, il s'adapte sur les pleins formats. Il n'est pas fait pour les pleins formats, il est fait pour les APS-C. Mais si vous le mettez sur un plein format, à entre 11 et 13-14 mm, je crois, vous n'avez pas de vignettage sur votre photo. Et donc il est complètement utilisable comme un très très grand angle limite fisheye en fait. Donc ça c'était important pour moi parce que, on va en parler tout de suite, ça coûte plus cher que mon appareil photo. Mon appareil photo, j'avais acheté 350 €. Ça, je l'ai payé 480 €. Et encore, c'était un prix un peu promo, faut toujours surveiller les prix. Ça évolue beaucoup sur celui-là. Des fois, c'est à 650, des fois, c'est à 480. Donc, comme ça coûte plus cher que mon appareil photo, je me disais que j'espérais qu'au moins il puisse durer jusqu'au suivant. Voilà. Alors, on va tout de suite vous dire les avantages de cette bestiole. Le piqué est très bon, effectivement, sur quelques photos que j'ai faites. Alors évidemment, toujours meilleur dans des plus grandes ouvertures. Je crois même que sur celui-là, le piqué, il est meilleur quand on est ouvert au maximum. Mais sinon, c'est pas très loin. C'est-à-dire que si vous êtes à... Donc là, l'ouverture maximum, c'est f2.8, mais si vous passez à f4, f5, f6, tout ça c'est très bien. Si vous allez à f22, évidemment, il y a de la diffraction qui arrive, de l'aberration chromatique, et donc c'est un petit peu moins bon. Mais pour moi, ça reste tout à fait satisfaisant. Il est, comme je vous l'ai dit, il ouvre à f2.8, ça veut dire qu'il peut faire rentrer beaucoup de lumière. Alors vous allez me dire, pour les photos de paysage, c'est pas forcément très utile, parce que le plus souvent on est dehors, en extérieur, de jour, on a plein de lumière, donc c'est très bien. Mais je me suis dit qu'en fait, cet objectif grand angle, il va me servir dans d'autres occasions, en fait. Et la plupart des objectifs qui sont dans les mêmes gammes les mêmes focales, ils vont avoir des ouvertures qui sont aux alentours de f4, f5, 6. Et donc de pouvoir ouvrir à f2.8, ça fait qu'on peut avoir 2 à 3 ou 4 fois plus de lumière. Et ça peut compter si par exemple vous faites des photos en intérieur. Alors un grand angle en intérieur, ça va servir par exemple pour faire des photos s'il y a une belle maison. Vous voulez prendre une belle photo à l'intérieur, vous allez prendre un grand angle, c'est génial. Je veux dire, même j'ai essayé de prendre des photos de ma chambre. Même ma chambre, elle a l'air super belle et super... un peu comme dans les magazines d'architecture et tout ça. Parce qu'en fait, le truc avec ça, que j'ai pas avec les autres objectifs, c'est qu'on voit le sol et le plafond en même temps. Et donc on voit toutes les lignes, et c'est ça qui compte en fait. Vous allez voir la ligne qui délimite le mur, entre le mur et le plafond, et celle qui délimite entre le mur et le sol. Et ces lignes-là vont vous donner des perspectives, et ça donne complètement une idée du volume, et ça change vraiment les photos d'intérieur. Donc ça c'est très très bien. Pour les photos de nuit, ça peut être très bien aussi d'avoir une grande ouverture. Pour les photos le soir, parce qu'on fait quand même de la photo de paysage des fois le soir quand il y a le coucher du soleil, quand il y a une belle lumière, et à ce moment-là on n'a peut-être pas autant de lumière qu'on le veut. Et j'aimerais bien aussi essayer de donner un effet de profondeur de champ dans mes photos de paysage. Je sais que la règle à la base c'est de dire on essaie de faire en sorte que tout soit net, mais je pense qu'on peut essayer d'être un petit peu créatif et par exemple mettre juste une fleur en premier plan qui soit floue, ou mettre une silhouette de quelqu'un par exemple, ça peut être très sympa. J'ai vu quelques photos comme ça d'un Norvégien, où en fait il se prend en photo, et c'est lui le premier plan, et sauf que lui est complètement flou, donc lui il est noir en silhouette, et ensuite derrière on a tout le paysage qui s'étend, et ça fait un bel effet. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut essayer, et d'avoir f2.8 ça peut aider justement à rendre le premier plan flou. Et dernière chose, pour les photos d'étoiles, de ciel étoilé, pour essayer de choper la Voie lactée, j'aimerais bien ça un jour, ça peut être vraiment très chouette, donc voilà, tout ça je pense que c'est des bonnes raisons de passer au f2.8. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on peut adapter des filtres dessus, il va s'adapter sur un sur un boîtier plein format, donc ça c'est super. Dernière chose, pour ceux que ça intéresse, l'autofocus, il est rapide et silencieux, bien mieux que les objectifs kit là qui vont... Celui-là, on n'entend presque pas, mais en même temps, il n'y a pas vraiment beaucoup besoin d'autofocus, parce que quand on est aussi ouvert, presque tout est net, presque la mise au point se fait presque partout en fait. Mais il y a quand même un petit peu de marge, et donc quand ça se fait bien, calmement, silencieusement, enfin voilà. On va passer maintenant aux inconvénients. Alors, premier inconvénient,
c'est gros et c'est lourd. Je sais plus le poids exact, mais je peux vous dire que c'est dans les... Je crois que c'est dans les 500 grammes, 560 grammes, quelque chose comme ça. Donc plus lourd que mon boîtier, à peine plus lourd que le boîtier qui est aux alentours de 500 grammes. Quand on fait de la photo de paysage, ça peut être un petit peu embêtant dans la mesure où souvent quand on veut faire des photos de beaux paysages, ben, il faut partir loin, il faut marcher, il faut emmener son sac, son petit sac. Et donc à ce moment-là, on cherche l'encombrement minimal, le poids minimal. Donc ça peut être un petit inconvénient. Après, il apporte tellement en photo que je pense que je l'emmènerai quand même. Mais voilà, il faut savoir que dès qu'on passe dans ce genre de gamme d'objectifs, il n'y a pas de secret. Il faut que ce soit lourd parce que c'est construit avec du métal, avec du verre et non pas avec du plastique. Mais c'est un petit inconvénient. Deuxième inconvénient, il y a du flair. Alors le flair, c'est pas qu'il peut renifler comme les chiens, c'est que comme on a une lentille bombée, l'objectif, il va facilement récupérer des rayons du soleil. Alors que vous ayez le soleil dans le cadre ou qu'il soit un petit peu sur le côté, s'il est dans le cadre, vous allez quasiment à chaque fois en choper. S'il est à côté, normalement, le pare-soleil, c'est à ça que ça sert. Il sert justement à ne pas à faire en sorte que les rayons ne viennent pas buter contre la lentille, mais ça arrive quand même. Et j'ai justement choisi de prendre la version 2 plutôt que la version 1 de cet objectif, parce que dans la version 1, ils disaient que justement il y avait des flares très présents, très forts, et que dans la version 2, ils avaient corrigé ça. Alors je peux pas vous dire si c'est mieux que la version 1, parce que j'ai jamais testé la version 1, je peux vous dire que c'est présent, on le voit sur certaines photos, mais je pense que c'est tout à fait normal pour des ultra grands angles. Donc voilà, des fois ça fait partie de la photo aussi d'avoir ce type de flair, comme vous avez peut-être pu voir sur le petit timelapse que j'ai fait il y a pas longtemps au matin, on voit le flair qui se déplace, et bon, c'est joli quand même. Voilà, mais pour certaines photos c'est pas beau, donc c'est pour ça que je voulais réduire ça, et le flair est quand même présent. Troisième inconvénient, son prix. Il fait partie des plus chers dans cette gamme dans cette catégorie. J'ai tendance à penser, après, peut-être vous êtes différent, mais pour mon équipement, en fait, je me suis dit d'abord, je vais acheter les accessoires les moins chers, les trucs super cheap, les trucs à 5 euros, à 10 euros pour mes filtres et tout ça, pour voir, pour tester et pour voir si c'est le genre de photo que j'ai envie de faire. Et puis pour aussi éventuellement me tromper, casser le truc si jamais ça se casse, enfin voilà. Et maintenant que j'ai passé cette étape-là, je sais exactement quel matériel je veux acheter. Et donc du coup, je suis prêt à mettre un petit peu plus cher. Et maintenant que je suis prêt à mettre un petit peu plus cher, je me dis que mettre un petit peu plus cher, c'est pas très grave, si je peux avoir quelque chose qui va me durer très longtemps. Donc c'est un petit peu la pensée que j'ai eue pour ce truc-là. Je me suis dit que je préférais ne pas faire de compromis et prendre l'objectif que je pourrais garder pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, j'espère. Parce que si j'avais pris un autre objectif, peut-être qu'il n'aurait pas eu cette grande ouverture et que j'aurais regretté après d'avoir pris une ouverture plus faible pour mes photos de nuit ou d'étoiles par exemple, ou, ou peut-être que je serais passé sur un boîtier plein format après et que j'aurais dû racheter un autre objectif grand angle, j'aurais dû mettre 1000 euros sur la table. Enfin voilà, donc j'ai pas voulu faire de compromis. Celui-là, il correspond exactement à tout ce que je recherchais, et donc j'ai pas cherché beaucoup plus loin. J'ai même pas passé très longtemps, j'ai dû passer à peine une soirée sur internet à comparer les différents objectifs, parce que quand je suis tombé sur celui-là, je me suis dit bah c'est bon, c'est celui-là que je veux. Voilà, donc le prix, oui, certes c'est un inconvénient, parce qu'il est un petit peu plus cher que les autres, mais je pense que ça le vaut largement. Donc après, c'est à vous de prendre votre décision en fonction des photos que vous allez faire. Et dernière chose, alors ça c'est un inconvénient de l'ultra grand angle en général, auquel je m'attendais pas, c'est que il faut chercher, il faut trouver de quoi remplir le cadre. Ça paraît idiot, mais avec le 18-55, quand on se met à 18 mm, dans quasiment toutes les situations, on trouve de quoi remplir le cadre. Quand on prend une photo, s'il y a des nuages dans le ciel, on met 2 tiers de ciel, et puis un petit peu, et on met un tiers avec le panorama devant, ou l'inverse, mais ça rentre dans le cadre. Là, on a un angle tellement grand, parce que l'angle il est grand, certes, de gauche à droite, mais il est aussi grand de haut en bas. Et on se retrouve des fois à se dire, mais tout est petit là-dedans, et finalement, ce qui m'intéresse, c'est juste cette bande-là au milieu. Et là, tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est en dessous, ça me sert à rien, c'est ridicule. Et donc, ça m'est arrivé déjà dans quelques situations de me dire, c'est trop large. Alors, dans plein d'autres situations, quand on est à la montagne, quand on a, pour mettre des premiers plans, c'est génial. Il y a plein de situations où je me suis dit, waouh, c'est génial de pouvoir rentrer autant de choses dans le cadre. Ça fait tellement parler les photos, mais de temps en temps, ça m'est arrivé de me dire, ah, c'est trop grand, quoi. Et voilà, je m'attendais pas à ça. Donc ça, c'est une surprise aussi. Bref, en conclusion, je suis super content.
Vraiment super content de mon achat, je regrette rien du tout pour l'instant. Il fait bien le boulot. Ah si, peut-être un truc que vous voulez voir dans les reviews parce que c'est important. Euh, il n'y a pas un bouton autofocus, manuel focus sur le côté comme souvent. C'est une petite bague ici. Donc là, je suis en focus manuel. Là, je suis en autofocus. Il y a des gens que ça dérange. Moi, ça me dérange pas. Je trouve ça même bien parce qu'on est on est sur le boîtier comme ça. De toute façon, on tient je tiens mon boîtier comme ça et j'ai ma main en dessous. Donc c'est très facile de faire comme ça pour passer de l'un à l'autre. Bref, peu importe. Et il n'est pas stabilisé, mais honnêtement, dans ces ouvertures-là, non pas dans ces ouvertures, mais dans ces angles-là, il n'y a quasiment jamais besoin de stabiliser parce que tout est stable quasiment. Donc voilà, bref, ça c'était la petite aparté. Oui, super content, il fait le boulot, il fait des belles photos. Vous avez pu en voir quelques-unes dans cette vidéo, je vous en remettrai encore en plein écran à la fin. Euh, ouais, je vais le garder un bon moment, je pense. Autre chose qui est très bien, je trouve, c'est que comme le 50 mm 1.8, vous savez, je vous avais fait une petite review, avec sa grande ouverture, il donne accès à de nouvelles choses et il nous fait repenser notre façon de faire des photos. Bah, celui-là, de la même manière, il fait repenser aussi notre manière de faire des photos. Il remet un petit peu en cause ce qu'on pensait acquis. Euh, Parce que bah, déjà, ça ouvre de nouveaux horizons, ça ouvre des horizons bah, pour les étoiles, pour les photos d'intérieur. Pour les perspectives, c'est vraiment incroyable ce genre de truc. Comme je vous disais, dans n'importe quelle photo, on prend une photo dans la rue, d'un seul coup, il y a des perspectives qui arrivent, quoi. On voit des lignes partout avec ce truc-là. Et ça, c'est vraiment frappant. Et donc, je pense que, par exemple, si on veut faire une photo d'un alignement de quelque chose, d'un alignement, je sais pas, de lampadaire ou de n'importe quoi, c'est vraiment génial de faire ça avec ces objectifs-là. Je pense que le grand angle est vraiment bien dans ce registre-là. Autre usage aussi que j'ai découvert, c'est de pouvoir faire des photos sur le vif, un petit peu comme on peut faire avec une GoPro. C'est-à-dire que c'est, comme je vous disais, comme c'est un ultra grand angle, quasiment tout est net dans la photo, et donc il n'y a pas vraiment besoin de faire la mise au point avant de prendre la photo. Et donc ce qui peut être sympa, c'est de ce que j'ai fait quand on se balade, par exemple, avec ma fille. En ce moment, ma fille, elle est dans l'âge où elle pose. Donc on lui dit, ah, souris, on va faire une photo, et elle fait cheese comme ça, et c'est immonde. Donc, c'est pas immonde, mais ça fait pas très naturel. Donc là, ce que je fais, c'est que je le visse sur mon appareil photo. Attendez, je vais le faire. Ça, vous verrez. Hop, démonstration par exemple. Voilà, j'enlève le cache. Donc ce que je fais, c'est qu'on se balade, et puis, je vais l'allumer, tac. Et puis discrètement, bah, à un moment pendant la balade, je fais. Alors voilà, forcément là, il doit faire la mise au point parce qu'il y a il y a le mur. Donc sur un mur, il n'arrive pas à faire la mise au point. Mais on peut même se mettre en manuel si on veut. On fait la mise au point. Là, puis ça c'est super, c'est la première fois que j'ai un objectif comme ça. On a une distance de mise au point ici. Donc c'est génial, je peux me dire par exemple je me mets à 1 mètre, parce que je vais être à 1 mètre de ma fille, ou à 50 centimètres. Et puis bah, on se balade, et puis d'un seul coup discrètement, hop, une petite photo. Je peux même me mettre en mode rafale, en prendre 2-3. Et du coup ça fait des photos très naturelles. Alors des fois c'est pas dans le cadre, c'est pas grave. Mais ça fait des photos vraiment super naturelles, prises sur le vif. On est très près du sujet, donc c'est comment on dit, ça engage, ça engage dans la photo, c'est vraiment sympa. Et ça, c'est aussi un nouvel usage que j'ai découvert et qui est vraiment très très chouette. Et comme je vous disais, comme c'est vraiment un ultra grand angle, presque tout est net, donc on a peu de chances d'avoir le sujet flou, surtout si on règle un petit peu à l'avance la distance de mise au point. Donc ça, c'est vraiment très très chouette, nouvel usage très très bien. Dernière chose que je dirais, sur la focale qui va de 11 à 16 mm. 11 mm, pour l'instant, je trouve ça vraiment largement suffisant. Je sais qu'il y en a qui vont jusqu'à 8 mm. Euh, à aucun moment pour l'instant j'ai ressenti le besoin d'avoir un angle encore plus grand, et je pense que j'en aurai vraiment jamais besoin. Si jamais à un moment je ressens ça, je ferai un panorama pour cette fois-là, mais ce sera vraiment, à mon avis, ce sera anecdotique. Donc 11 mm c'est largement suffisant. Et ensuite il va jusque 16. Il y en a qui vont plus haut, il y en a qui font 10 mm, 22 mm par exemple, des choses comme ça. Là c'est pareil, j'ai jamais trouvé que 16 c'était trop peu et que j'aurais voulu zoomer un peu plus. À la limite, si je veux zoomer plus, je repasse sur mon objectif kit 18-55. Mais c'est quand même bien d'avoir un petit niveau de zoom par rapport aux objectifs qui sont fixes, qui ont une focale fixe.
parce que c'est de la photo de paysage, et l'air de rien, une photo de paysage, bah, comme on dit souvent pour les photos de portrait et compagnie, le photographe doit bouger. Si vous faites une photo avec des montagnes au loin et que dans le cadre vous n'avez pas exactement ce que vous voulez, si vous voulez bouger pour que les photos rentrent pile dans le cadre comme vous le voulez, bah, ça peut être 1 heure de marche. Donc c'est un petit peu plus gênant. Et à ce moment-là, c'est bien de pouvoir zoomer un petit peu, histoire de vraiment faire la composition comme on le souhaite. Donc je pense que c'est quand même important d'avoir un zoom pour les ultra grands angles, euh, mais de 11 à 16 mm c'est déjà largement suffisant. Donc voilà, globalement super content, je vais vous faire plein de belles photos avec ça, et puis bah, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aussi un ultra grand angle, qu'est-ce que vous en faites, et puis moi je vous dis à bientôt, et on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!